tous, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit que le retour du Christ est imminent et que c'était donc moi. Pour rappeler, Jeanne Le Royer, ça ne va pas vous convaincre de suite, mais je vous dis que Jeanne Le Royer a fait des visions, reçu un certain nombre de visions qui annonçaient le retour du Christ pour soit la fin du XXe siècle, soit le XXIe siècle où il y aurait le jugement général. Alors ce jugement général est en rapport avec la figure du Christ de Gethsémani. Vous vous rappelez sans doute la période où le Christ se retrouve au Mont des Oliviers. Il est seul, il est angoissé, il médite sur l'état du jardin peut-être. En tout cas, il se retrouve dans une nuit noire et il sent qu'il y a une menace qui rôde sans pouvoir la préciser, alors qu'il est conscient d'une trahison et que les autorités aussi s'apprêtent à le livrer. Donc, c'est cet état, cette situation d'abandon qui est rappelé, le Dieu seul abandonné, en proie à des tentations. La tentation de laisser de côté la coupe empoisonnée, la coupe des crimes de l'humanité, de l'abomination et de la désolation, et aussi la tentation de rentrer dans un état de sommeil, comme ses apôtres d'ailleurs, puisque eux sont complètement plongés dedans, et il a beau essayer à un moment donné de les réveiller, cela ne se produit pas. Donc il faut comprendre ces visions. Je vous rappelle, elle a écrit une œuvre qui s'appelle Vie et Révélation, et vous le retrouverez dans le 4e tome. Jeanne Le Royer qui explique que c'est bien la question principale du retour du Christ dans le jardin. Alors cette histoire de jardin, il faut saisir que dans la Genèse, nous avons la création qui est rapportée. Au chapitre 1, Dieu fit le monde, la lumière, les eaux, les astres, la lune, le soleil, les étoiles, les poissons, les reptiles, les oiseaux, et enfin l'homme qui vient couronner sa création en tant que dernière créature vivante, qui est au sommet de la pyramide du vivant. Et il est dit qu'il est béni. Béni pourquoi ? Parce qu'en fait, il lui a été donné le pouvoir de dominer et d'assujettir les autres créatures. Or, c'est intéressant de voir dans ce chapitre de la Genèse que dès le chapitre 2, celui qui suit en fond, on assiste à la chute de l'homme. À peine né, celui-ci semble chuter. Alors, à noter que l'Éden, le Garde Éden, a été considéré pour beaucoup comme le paradis. Il n'y a rien de mentionné de tel dans la Genèse, et d'ailleurs pas de description d'un état idyllique de l'humanité à cette époque-là. On ne met même pas l'accent sur le caractère luxuriant du jardin, qui porterait beaucoup de fruits et beaucoup de plantes. Rien n'est dit sur ce point-là, c'est pourquoi je critique et je récuse l'idée même de paradis originel. Le récit tourne au fond sur un acte de création, de tentation et de sanction. Il faut savoir que la tentation, elle est rapide, elle est portée par le serpent, et à peine celui-ci s'exprime-t-il que Ève cède à sa proposition, tout comme Adam cède à la proposition de Ève. Il n'y a pas de réticence de la part de l'humanité, même pas de réflexion, d'opposition. On est dans une tentation qui fait naître un acte de transgression quasi immédiat. C'est pour dire, et ça met l'accent sur la rapidité de la chute. La sanction qui s'ensuit, par contre, on a eu dit que c'était une sanction sur la faute originelle. Or, si on admet que c'est la faute originelle des hommes, cela signifierait qu'Adam et Ève sont les premiers hommes. Ce que je récuse pour ma part, en raison de 2 passages de la Bible. Genèse 2, verset 15, il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Garde Éden pour le cultiver et pour le garder. » S'il le prend, il le place, ça veut dire qu'il ne le crée pas à ce moment-là. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'au préalable, il y avait une autre communauté de vivants. Et pour confirmer ce point de vue, vous avez Genèse 4, verset 13, qui porte sur l'expulsion de Caïn du jardin, où il est dit « Quiconque me trouvera me tuera ». C'est-à-dire que Caïn a conscience qu'il risque la mort par d'autres créatures. Quelles peuvent être ces autres créatures si ce n'est d'autres humains ? Ces humains, donc, qui se feraient un crime encore plus grand que celui d'Adam et Ève, ayant désobéi à l'ordre de Dieu, puisqu'ils auraient commis des meurtres. Ils craignent la mort.
Autrement dit, ce passage suggère ni plus ni moins que l'ascension n'est pas véritablement originelle. S'il y a d'autres hommes autour, que pensez-vous franchement? C'est que, d'une certaine façon, Adam et Ève ne sont pas le premier couple originel, ou peut-être Ève, éventuellement, figure de la femme qui est issue des côtes d'Adam, est la première femme, mais pas Adam. En tout cas, quoi qu'il en soit, on doit récuser le statut de faute originelle. La malédiction de Dieu, elle s'exprime sous 3 formes. Le serpent est condamné à manger de la poussière et à nourrir une inimitié avec la femme. La femme peut ressentir du désir envers le mari, mais elle est dominée par lui et enfante dans la douleur. Quand les hommes, eux, sont condamnés à des travaux pénibles pour se nourrir, alors que leur sol produit épines et ronces. Regardez bien, cette malédiction, au fond, elle est valable pour tout homme, puisque c'est notre propre condition. Bon, ensuite, pour rappeler l'origine de la Genèse, nous avons fait des découvertes en archéologie dont il faudrait prendre en compte, même si l'Église catholique a beaucoup de mal à se revoir dans ses propres connaissances. Il serait temps, avant que ça ne soit trop tard, de comprendre qu'il y a eu véritablement des découvertes en archéologie fondamentales pour que nous puissions nous réformer dans notre conception. Donc, des missions ont été menées en Mésopotamie, qui est donc considérée par les scientifiques comme le berceau de la civilisation, notamment dans les ruines de la bibliothèque d'Assurbanipal. Et dans ces ruines, on a découvert les tablettes de Karsak. Qu'est-ce que disent les tablettes de Karsak? Elles proposent une autre version du mythe de l'Éden. Là, on raconte qu'une déesse, Ninti, Ninma ou Ninursak, elle a été chargée de concevoir l'Adapa. L'Adapa, ça veut dire l'Adam. Peut être considérée comme telle pour cultiver un domaine appelé l'Édine, qu'elle-même a baptisé l'Édine, et qui, rappelons-le, signifie à l'origine steppe pleine. Donc ce n'est toujours pas un paradis. Pas vraiment, au sens nous où nous l'avons ensuite envisagé chrétien. L'épopée d'Atrahasis, c'est un autre texte suméro-akkadien intéressant sur leur mythe, leur système de croyance, qui évoque la genèse des hommes. Et cette genèse des hommes rappelle une révolte, la révolte des Igigi face aux Anunnaki dans un autre milieu. Ce n'est plus le jardin, c'est les mines. Et ce milieu aurait présidé à la naissance des hommes. Révolte donc, face à laquelle les Anunnaki, pour pouvoir calmer les revendications des Igigi, envisagent donc de transmettre ou de transférer, si vous voulez, le labeur et l'exploitation de cette ressource, des mines, à des hommes, d'autres créatures. Cette cosmogonie, cette genèse qui est rapportée par les Suméro-Akkadiens est différente de celle de la Bible. Et pourtant, dans les tablettes de Karsak, on a bien le mot Édine. Notons quand même que entre les Suméro-Akkadiens et les Hébreux, il y a un point commun, il y en a même 2. Abraham, déjà leur ancêtre, venait de Our, qui est une cité-État située en Mésopotamie. Et ce n'est qu'après qu'il s'est installé ailleurs, pour devenir dans l'ancêtre des Hébreux. Et nous savons aussi que les Hébreux ont été retenus captifs à Babylone entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, une période reconnue pour être associée à la rédaction de la Bible, dans sa majeure partie, en particulier l'Ancien Testament. Les Hébreux peuvent très bien s'être inspirés de récits qui circulaient autour d'eux, chez les Babyloniens, pour pouvoir ensuite, par assimilation, les écrire et les retransmettre donc dans ce que nous appelons la Genèse, première grande partie qui ouvre l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'au-delà même des divergences, même s'ils ont évolué sur un rapport à Dieu très différent, ça je le note bien, les Arabes mettent l'accent sur un Dieu dur, cruel, parfois qui pousse à l'exploitation du vivant,
alors que les Juifs, eux, ont préféré voir une figure paternelle qui vient les soutenir et les protéger. Mais pourtant, regardez bien, ils ont une base commune. Et ça, c'est l'archéologie qui le dit. Notez par exemple aussi que le mythe du déluge est présent chez l'une et chez l'autre des cultures. Bon, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est de se proposer la question du jardin. Le jardin, si on en suit la Genèse, l'homme est effectivement au sommet de la pyramide du vivant. Il lui est confié le pouvoir de dominer et d'assujettir les autres créatures. Or, qu'est-ce qu'on constate dans l'état actuel du jardin ? Depuis les années 80-90, de nombreux chercheurs experts scientifiques ont sonné l'alarme sur le réchauffement climatique. Alors, c'est compliqué et c'est complexe d'arriver à se situer. J'ai vu hier soir sur Arte est passé un très bon documentaire qui s'appelle L'homme a mangé la terre et que je vous conseille vivement pour essayer de comprendre l'ère industrielle qui s'est déroulée pendant un siècle et demi avec comme base commune donc et comme unité de production l'usine qui a permis la fabrication de toutes sortes d'objets à partir des ressources premières de la terre. Bien, alors l'état du jardin actuel, du coup, c'est quoi ? Sachez qu'entre 1950 et 2012, il y a eu un schéma intéressant qui montre une nette hausse des catastrophes naturelles avec un élément prépondérant, celui de l'eau. Les crues, les inondations, les tempêtes représenteraient 60% des graves perturbations qui affectent notre environnement. Et cela confirme, si vous avez suivi mes autres topos, l'Apocalypse de Saint Jean qui déjà annonçait que l'eau serait le grand élément perturbateur. Donc vous avez, premier point, les cyclones et les tempêtes. Aux États-Unis, il y a eu une grande étude qui a été menée par Greg Holland, Peter Webster, qui distingue 3 périodes. De 1900 à 1930, moyenne de 6 cyclones, donc 4 ouragans et 2 tempêtes. De 1930 à 1950, moyenne de 10 cyclones, dont 5 ouragans et 5 tempêtes. Et de 1995 à 2005, moyenne de 15 cyclones, dont 8 ouragans et 7 tempêtes. Donc à un siècle, il note qu'il y a eu un doublement du nombre de cyclones. Ce qui confirme le fait même qu'il y a de graves perturbations du cycle de l'eau et des problèmes énormes liés à l'effet de serre. Donc, en fait, pour rappel, quelques exemples aux États-Unis, l'ouragan de Katrina en 2005 qui a déferlé en Louisiane et frappé la ville de la Nouvelle-Orléans, inondée à près de 80%, avec à peu près 1800 personnes décédées. Alors, il paraîtrait que la Nouvelle-Orléans, désormais, a rebondi face à cette catastrophe, mais ce n'est pas le cas de toutes les villes qui sont touchées. En 2017, nous avons un schéma global d'ouragans qui semble se confirmer, qui sont au nombre de 3. Harvey, Irma et Maria ont frappé la Louisiane, le Texas et le Caraïbe principalement, alors qu'en 2018, on retrouve le même schéma, sauf qu'on baptise les ouragans et les tempêtes sous un nom différent, Florence, Hélène et Isaac. Donc la difficulté majeure, c'est que ces ouragans dévastent des régions entières en peu de temps et que nous peinons avec l'esprit à se rappeler et à se souvenir au fond de ce qui s'est déjà produit. Atlas Mag, un article intéressant, a produit un article intéressant qui fait un bilan entre 2001 et 2016. Et il note que depuis 1990, 6 des 10 plus coûteux ouragans à l'échelle mondiale sont survenus aux États-Unis. Donc, continent largement en proie à ce type de fléau. En Asie aussi, nous savons que c'est... Enfin, si vous faites des recherches sur le net, vous pouvez le savoir, autrement vous ne le saurez pas. Bon, enfin, si vous faites des recherches sur le net, vous verrez que 7 sur 10 pays les plus touchés par les catastrophes naturelles depuis 1995 se trouvent dans ce continent. Alors, il y a le tsunami de 2004, avec les vagues qui ont déferlé énormes, de plus de 10 mètres de haut, et qui ont emporté des immeubles, des hôtels
et fait des centaines de milliers de victimes, dont on estime à peu près à 220 000 morts, dont 170 000 dans l'archipel de l'Indonésie. Mais l'Asie a été touchée, l'onde de choc s'est propagée et il y a eu aussi beaucoup de victimes qui ont été affectées dans ce continent. En 2011, il y a eu la catastrophe de Fukushima avec 16 000 morts. Mais même s'il s'agit d'un accident nucléaire qui a contaminé la zone, et on a craint d'ailleurs une explosion du cœur du réacteur de la centrale, sachez quand même qu'à la base, c'était bien un tsunami, un tremblement de terre avec vagues. Vous avez aussi en 2016 3 typhons qui ont frappé Taïwan en seulement quelques mois. Alors que l'Inde, nous n'en parlons pas beaucoup, mais l'Inde est en proie à une inflation importante des moussons, avec des pluies torrentielles qui ont emporté ponts, écoles, maisons. Quelques images un peu ont circulé sur le net, pas beaucoup d'ailleurs. Vous avez en Amérique du Sud le phénomène El Niño, dont on a parlé surtout en 2014 et qui pourtant revient plus ou moins régulièrement, surtout dans ces derniers temps, avec des pays comme le Paraguay, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et l'Honduras par exemple. Honduras aurait été touché jusqu'à 70% des cultures de maïs dévastées et une perte lourde du bétail qui serait évaluée à près de 700 000 bêtes. Donc la conclusion de tous ces tsunamis, et je suis loin de tous les nommer, hein, attention, hein, je fais un état des lieux, un rapide topo pour rapporter ce qui s'est produit. Toujours pareil, habitation détruite, canalisation d'eau et circuits électriques coupés. Ça veut dire que les infrastructures que nous avons difficilement construites tout au long du XXe siècle sont menacées d'être à leur tour endommagées, voire détruites. Il y a des centres commerciaux et hôtels qui sont renversés, parfois quelques mosquées, mais pas tant que ça, et des hôpitaux surtout qui croulent sous le poids des blessés. L'exode, la population subit souvent un exode, doit migrer et s'installer ailleurs, alors que les factures atteignent des dizaines de milliards, si ce n'est des centaines de milliards, et qu'on ne sait pas toujours où trouver l'argent pour pouvoir reconstruire après. Bon, si ce phénomène est important et se déploie de plus en plus dans notre monde, vous avez aussi les sécheresses et l'avancée des déserts. Donc Atlas Magazine est intéressant, c'est un site qui a fait une prévision de l'état du monde en 2040. Il montre un schéma où Asie et États-Unis sont en premier lieu touchés, avec des zones en rouge. Ces zones en rouge représentent quoi? Elles représentent l'état aride du monde, avec des niveaux qui sont graduels, hein, mais bon, le rouge étant bien entendu le point culminant. Or, qu'est-ce qu'on note? On a un tiers, à mon avis, de l'espace de la superficie, voire même plus d'un tiers, presque la moitié, qui est en proie à des sécheresses éminées par l'aridité. Les États-Unis, sur ce plan-là, connaissent, on le sait, en Californie, parce qu'ils en ont fait parler d'eux, un état de sécheresse plus ou moins chronique depuis plus de 8 ans, avec en 2014 l'état d'urgence qui a été décrété par Jerry Brown. Une série de mesures ont été prises sur place pour que la population limite sa consommation d'eau, notamment au niveau de l'arrosage des jardins ou au niveau même de la toilette, de l'hygiène. Mais malgré tout, ils ont une grande difficulté à lutter contre leur principal problème. Il y a aussi eu des incendies à Fort McMurray au Canada en 2016, avec 600 000 hectares qui ont brûlé, 80 000 personnes qui ont été évacuées et plus de à peu près 4,7 milliards de coûts pour la réparation des dommages subis. En Afrique, on n'en parle jamais, c'est le grand continent toujours et sempiternellement oublié de l'histoire humaine. Et pourtant, il y a aussi des vagues de sécheresse qui touchent la Corne d'Afrique. La Corne d'Afrique, c'est cette partie du continent qui est située à l'ouest
à l'est plutôt, à l'est. Et vous avez donc 7 pays, Somalie, Kenya, Éthiopie, Soudan, Ouganda, Djibouti, Érythrée. 7 pays qui connaissent des vagues successives de sécheresse. Alors l'exemple, la Somalie est intéressant parce que j'ai eu beaucoup de difficultés sur l'Afrique, faut pas se leurrer, on n'en parle jamais, ni en Europe, ni dans les... J'ai bien peur qu'eux-mêmes aient du mal à comprendre leur propre histoire et à se souvenir de ce qui s'est produit. Donc, toujours est-il, la sécheresse est un fléau qui a sévi en 91. Selon un article, il aurait fait 200 000 morts. En 2008, près de 16 millions d'habitants touchés. En 2011, un déficit de pluie aurait été noté pendant 2 ans et aurait fait 12 millions de victimes, avec 90% de bétail mort dans certaines régions. Et en 2016-2017, il y a eu la pire des sécheresses enregistrées, puisqu'on atteint un point culminant depuis 35 ans, avec 17 millions de personnes qui ont été affectées par une grave pénurie alimentaire. Alors, ça signifie quoi? Que la Somalie, la Corne, entre autres, un pays compris dans la Corne d'Afrique, a été victime d'une tragédie telle que la sécheresse qui s'est produite à 4 reprises pendant 25 ans. Dans le pays, ça se traduit par une inflation des prix des denrées alimentaires, une malnutrition infantile importante d'une personne sur 3, une lourde perte du bétail, une exode ou une migration de la population dans des camps de réfugiés plus ou moins au Kenya, et une centaine de milliers, plusieurs milliers de morts. Difficile à évaluer, toujours pareil, parce qu'on n'a pas toujours les centres, les observatoires, les journalistes qui se déplacent sur le terrain pour pouvoir toujours mener ces enquêtes, surtout pas en Afrique où les dirigeants sont souvent dictateurs et ne développent pas beaucoup les infrastructures. Alors, pour l'Asie, j'ai trouvé un article éloquent qui s'appelle « La Chine se suscite-t-elle par sécheresse ?» Depuis les années 50, il y aurait 27 000 cours d'eau qui ont disparu suite à une urbanisation galopante et une mauvaise gestion de cette ressource. Tout ça parce que là encore, problème politique, le pouvoir finance des projets d'infrastructures, routes, chemins de fer, barrages des Trois Gorges, dans des écosystèmes qui auraient abrité des réserves d'eau. Et ce, avec une population importante, démographiquement, qui n'a cessé d'augmenter. Donc en fait, voilà, la Chine aussi touchée, même si nous considérons que c'est un pays, à la différence de l'Afrique, développé ou en voie de développement. Au Tibet, Gaël Giroux a fait un petit topo sur le net que j'ai retrouvé. Il travaille pour l'Agence française pour le développement. Et il a fait un léger exposé pour expliquer qu'il y a une alarme de la fonte des glaciers tibétains. Elle serait impressionnante à tel point que personne là aussi ne s'en préoccupe, alors qu'il s'agit d'une eau précieuse vu qu'elle alimente les 3 fleuves, l'Indus, le Gange et le Yangtze, qui nourrissent seule l'Asie. En Europe, même chose, on est beaucoup moins touché. Moi, je trouve qu'on est quand même assez bien épargné par rapport à plusieurs parties du monde. Mais toutefois, on peut trouver concernant la France un article intéressant qui s'appelle « Plus de 40 ans de stress hydrique en France ». Entre 1949 et 2018, entre 60 et 80 départements auraient été touchés par des restrictions d'eau. 1000 étangs dans l'Ain ont manqué d'eau en 2015, avec en particulier l'étang de la Dombe qui a été quasi asséché. Cet article cite notamment un homme qui se prénomme Jean-Luc Paillet-Pichon et qui parle au nom du syndicat des propriétaires et des exploitants de la Dombe. Or, il note, sur 8 hectares, il reste 3 hectares d'eau concernant dans l'étang de la Dombe. Vous voyez comme quoi l'aridité prend un essor impressionnant dans notre jardin, peut-être en rapport avec l'aridité de cœur dont les hommes font preuve, surtout dans leur pouvoir de domination du jardin, s'ils ne prennent pas note notamment des erreurs du passé et s'ils refusent de reconnaître que la conversion est une étape clé nécessaire. Bon, enfin, je reviens sur la question du jardin. Le phénomène le plus inquiétant sur cet essor de l'aridité des sécheresses, c'est le tarissement des lacs à mes yeux,
voire même des mers. Alors, vous avez la mer d'Aral. Il ne resterait plus qu'un filet d'eau. Selon un schéma que j'ai trouvé sur le net, on peut voir que la mer d'Aral est réduite à un pot de chagrin, avec une perte de plus de 90% de son volume en 5 décennies, de 1960 à 2016. En Amérique, il y a le lac Powell en Arizona, avec un article en ligne en 2016 qui montre qu'il a perdu 40% de son volume après 5 années de sécheresse. Vous avez l'écosystème des Everglades en Floride, si précieux pour le tourisme. Eh bien, les marais seraient victimes d'une prolifération d'algues avec destruction des viviers de poissons donc asphyxie des fonds. Après, vous avez aussi 3 lacs importants en Californie et Nevada. Ce n'est plus la Floride, c'est donc que d'autres États à nouveau sont touchés par le phénomène. Et ces 3 lacs sont Oroville, Meade et Folsom, avec 18 photos publiées en ligne qui montrent bien l'état de dégradation du niveau de ces lacs, à tel point que certains peuvent paraître quasi asséchés. Vous avez en Amérique du Sud le lac Popo. C'est le second lac le plus important de Bolivie et il connaît un quasi-assèchement total. Le lac Aculeo, par image satellite, on montre une disparition progressive entre 2016 et 2019. Et si Popo se situe en Bolivie, vous avez Aculeo qui se situe en Chili. Donc encore une fois, phénomène général. Afrique, vous avez le lac Chiloua, deuxième plus grand lac de Malawi, qui a perdu jusqu'à 60% de son volume depuis 1990. Le Tchad s'assèche considérablement alors qu'il alimentait 4 pays limitrophes, Tchad, Niger, Nigeria, Cameroun. Et cela aurait des répercussions sur donc 20 millions de personnes. Les chutes du Niagara. Vous connaissez les grandes et belles chutes, tel point qu'il y a eu des cartes postales sur les lacs, c'est peut-être moins évident, mais sur les chutes du Niagara, je ne doute pas qu'il y a eu un grand nombre de publications, tellement c'est vrai que c'est impressionnant et beau de voir des cascades, qui sont comme un peu féeriques, avec cette mousse d'eau qui s'évapore et qui donne un effet, un relief particulier au paysage. Eh bien, sachez que les chutes du Niagara, si vous avez adoré, si vous avez aimé, là, elles sont réduites à peau de chagrin, puisqu'il ne reste plus qu'un filet d'eau en 2019, après 6 mois de sécheresse. En Asie, j'avais déjà évoqué les 27 000 cours d'eau qui ont disparu en Chine. Eh bien, figurez-vous qu'il y a le lac Poyang, qui en Chine a baissé en 2011, après une baisse des précipitations de près de 60%, a été quasi asséché. Et là, c'est un lac si important, et puis surtout la Chine est un pays démographiquement très élevé, un grand nombre d'effectifs dans la population, eh bien, ça pourrait toucher 34 millions de personnes. Ensuite, en Iran, on n'en parle pas, le Moyen-Orient, mais pourtant, outre le fait qu'il y a une guerre qui a sévi et qui a détruit l'Irak, on n'évoque pas le sujet des lacs et du tarissement des lacs. Eh bien, pourtant, lac Urumie et Amoun, 2 grands lacs de l'Iran, se retrouvent comme peau de chagrin, un peu pareil pour le reste du monde, avec 2% du volume pour le lac Urumie et Amoun, second grand lac d'Iran, qui a subi un assèchement quasi total. Et enfin, si la France se croit épargnée, je rappelle que j'ai cité un peu plus haut la tragédie donc du Dombes, de l'étang du Dombes et des étangs de l'Ain. Mais c'est que nous soucie, même si ça se voit beaucoup moins, parce qu'on a beaucoup de fleuves, on a un écosystème diversifié à l'origine et qui est généreux. Eh bien, nous subissons aussi une baisse record du niveau du lac d'Annecy en 2017-2018, puisque c'est le plus bas depuis 1947. Voilà le petit tour d'horizon du jardin au niveau très global. Moi, je ne dis pas que j'ai fait complètement le tour du tarissement des lacs. J'en ai récupéré quelques-uns, mais c'est déjà beaucoup. Tous les continents sont touchés. Le phénomène est bien global. Donc, je ne comprends pas
comment les hommes ont-ils pu investir des milliards dans les minerais, l'exploitation des mines, l'exploitation du charbon, des hydrocarbures, l'exploitation même des plantes, à partir du moment où elles sont génétiquement modifiées ou qu'elles reçoivent des tonnes d'épandage de pesticides. Comment fait-on pour oublier quand même l'essence même et la base de la vie qui est donc l'eau, en particulier l'eau potable, les sources. Et là, j'ai déjà fait un topo sur le féminin sacré et rappelé que Notre-Dame était apparue à plusieurs reprises, notamment à Lourdes, où grâce à elle est apparue une source d'eau, car elle n'existait pas à ce moment-là. Imaginez un peu l'état de Notre-Dame, si elle prochait la conversion des pécheurs, et ô combien nous avons dû l'humilier par nos propres activités, l'essor et le développement. Alors ceux qui vont encore dans les cathédrales et qui prient Notre-Dame, est-ce qu'ils s'interrogent un peu à ces états d'âme? Parce que là quand même, je suis en train de me dire, au vu de la situation générale, effondrement des ressources d'eau et même potable, parce que les lacs étaient des lieux d'une eau douce, à la différence de l'eau salée. Alors quand vous voyez cette chute énorme, non seulement il semble qu'à l'origine, dans le jardin du Garden Eden, nous n'ayons jamais été dans le paradis, il faut arrêter. Il y a peut-être eu un couple, Adam et Ève, qui ont connu une phase un peu meilleure ou un peu plus agréable. Mais de toute évidence, si les lieux témoignent de notre propre évolution, nous n'avons fait qu'un renforcement vers un enfer toujours plus grand, à tel point que nous sommes bien au risque d'être pris et enveloppés par des ténèbres et par des déserts. Allez vivre dans les déserts. Mad Max s'applique peut-être à certains, mais c'est un mode de vie quand même très rude. Donc voilà. Je tiens à dire quand même que je suis rentrée dans le jugement général. Première partie sur le jardin et l'état du jardin. Ce n'est pas terminé, j'ai d'autres choses à raconter. Je vous dis que même si ça ne vous fait pas plaisir à entendre, il y en a ras-le-bol que vous laissez aussi la force christique dans la croix. Où est la résurrection si jamais vous ne prenez pas le chemin du salut? Voilà.